Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre événement 100% digital du Club by Mixité Inside sur le thème « Les nouveaux leaderships à impact, mutation, révolution ». Pour répondre à cette question, des personnalités témoignent pour vous. Madame la ministre Olivia Grégoire, soutien du club, nous partage aussi sa vision. Alors, installez-vous bien derrière vos écrans. Très bon visionnage à toutes et à tous. Bonjour à toutes. Je tiens avant tout à vous remercier pour votre invitation au Club by Mixité Inside. Vous dire bravo à la fois pour l'ambition que vous portez de promouvoir la mixité à tous les niveaux et vos 2 ans d'existence déjà. C'est très important pour les femmes dirigeantes que vous êtes, que nous sommes, de créer les occasions d'un échange régulier sur les enjeux de la mixité en général, de l'inclusion en particulier. C'est une thématique qui me tient évidemment à cœur, dans ma vie tout court et dans le cadre de mon mandat en particulier. L'économie responsable que j'ai l'honneur de porter ici à Bercy ne peut pas exister, ne peut tout simplement pas se comprendre sans les enjeux sociaux et sans les enjeux du capital humain. Ces enjeux, vous le savez, sont la pierre angulaire de vos préoccupations au sein du Club by Mixité Inside et ce sont des enjeux majeurs. En partageant vos expériences, en capitalisant sur les bonnes pratiques, vous créez une forme d'inspiration vertueuse. Cette inspiration, elle joue non seulement entre vous, pour vous, mais aussi par votre rayonnement au sein de vos entreprises respectives. Les échanges que vous créez permettent de transformer vos savoirs, vos expériences en action. Et de l'action, nous en avons besoin plus que jamais. Aujourd'hui, plus personne ne se satisfait des mots, des paroles, des grandes déclarations, de grands engagements conceptuels. Ce que nos concitoyens, salariés ou consommateurs, demandent à leurs entreprises, ce sont des gages, ce sont des preuves, ce sont des actes forts, des actes incarnés et tangibles. En tant que femme dirigeante, vous représentez les figures tutélaires qui peuvent mettre en œuvre ces actions. Vous incarnez un modèle particulier, porteur de leader à impact. C'est en effet le thème qui est le vôtre aujourd'hui, discuter l'émergence, l'existence des nouveaux leaderships à impact. Je veux vous remercier d'avoir pensé à moi, sincèrement, pour introduire votre session. L'impact, c'est un mot, et je m'en félicite, qui est à la mode, de plus en plus, qui prend de plus en plus de place dans le débat public. Ça tient évidemment à la crise environnementale, dont chacun prend conscience un peu plus chaque jour, ne serait-ce qu'à l'aune des événements climatiques de l'été que nous venons tous de traverser. Mais l'impact, ça tient aussi à une quête de sens, à une responsabilisation dans le quotidien des Françaises, des Français, qui a été mise à jour et renforcée avec la crise sanitaire. Je crois que nous avons compris que face à l'importance des enjeux qui sont les nôtres, personne ne peut agir seul entre les entreprises, la société civile, l'État. C'est évidemment à l'État de prendre ses responsabilités en se faisant le pivot des efforts de chacun. Le pivot, mais non pas le décideur. Le rôle de l'État est de montrer le chemin et non pas de conduire le camion. Je crois qu'en entreprise, comme en politique, le leader est celui qui tient la boussole. Par la confiance qu'il donne et qu'il sait créer, il permet au collectif de se réaliser dans sa performance individuelle et donc de tenir des objectifs globaux. Être un leader de l'impact, ça n'est pas distribuer les bons et les mauvais points, c'est donner les voies et moyens à chacun selon ses forces et selon ses besoins. Cela vaut en entreprise, un monde que je connais bien pour avoir été salarié pendant de longues années, mais aussi entrepreneur, pour avoir ensuite porté au Parlement, présidé la loi Pacte, et ça vaut en politique. C'est ma définition du leadership à impact, pour tenir ensemble des objectifs sur le plan social et environnemental, pour un monde d'après qui tient ses promesses plus qu'il ne pérore. Je crois qu'il faut donner les voies et moyens à chaque partie prenante pour assurer à la fois le bon niveau de liberté et de prise de risque, à la fois la poursuite d'objectifs communs. Concrètement, à mon niveau, c'est ce que j'ai voulu faire avec la plateforme impact.gouv.fr, qui est au service des entreprises de toute taille et de tout secteur. C'est ce niveau leadership à impact que j'ai voulu incarner en mettant en place la plateforme qui laisse une large place, et c'est bien normal, aux items de gouvernance. L'idée en est toute simple. Donner à toutes les entreprises de la TPE au CAC 40 un lieu pour informer, pour faire connaître leurs données, les données de leurs performances en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Sur cette plateforme, chaque entreprise peut renseigner une petite cinquantaine d'indicateurs chiffrés qui sont autant d'indices de son caractère vertueux
mais qui sont surtout autant de questions que l'entreprise peut se poser quant à ses pratiques. Je vous rassure, ça n'est pas un exercice vain. Les 50 indicateurs sur lesquels nous vous proposons de participer seront au cœur des obligations à venir pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés dans les années qui viennent, sous l'égide de la directive CSRD. Je vous invite à vous renseigner sur cette directive et à anticiper en vous inscrivant sur la plateforme Impact. J'invite pour terminer les dirigeants qui nous entendent, qui nous écoutent et dont les entreprises ne seraient pas encore sur impact.gouv.fr à rejoindre notre initiative et à donner vie avec nous à cette plateforme qui promeut, notamment par le truchement de la gouvernance, un leadership à impact. Nous sommes 500 aujourd'hui. Cette plateforme a quelques mois. Aidez-moi à rassembler encore 2500 entreprises pour donner de l'ampleur à l'impact. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous du club by Mixité Inside, Arkéa Banque entreprise et institutionnelle, et notamment pour cette table ronde sur le thème du leadership impact, mutation ou révolution. Et j'ai à mes côtés 3 invités, et notamment Anne Mollet, qui est directrice générale communauté des entreprises à mission. Bonjour Anne, bienvenue. Bonjour Claire. Et notamment Anna Notariani, présidente Sodexo France. Bienvenue Anne. Merci de votre invitation et bonjour à toutes et tous. Et Laurent de la Clergerie, qui est président fondateur de LDLC, qui est avec nous à distance. Bonjour Laurent. Bonjour Claire. Alors, je vais me tourner vers Anna. Je vous ai appelé Anne tout à l'heure, mais c'est Anna. Anna et Anne. Anna, j'ai une première question à vous poser pour commencer ces échanges. C'est pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour une entreprise spécialisée dans les services de qualité de vie d'avoir une vision du leadership ? Alors tout d'abord, nous manageons des services, on a plus de 100 métiers, on manage des offres de restauration et dans d'autres domaines, mais on manage avant tout des hommes et des femmes puisqu'on représente 420 000 salariés dans le monde et 35 000 en France. Donc la question du management est centrale. Pourquoi faut-il repenser le management ? C'est ça qui m'a intéressée. Avant la crise du Covid, on avait commencé à réfléchir à cette question. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que en fait, tout change. Il n'y a pas une présentation où on ne vous explique pas ce qui a changé ou ce qui va changer. Et donc, à partir du moment où on est dans un monde où le changement est devenu partie prenante de notre vie et de nos entreprises, eh bien, pour moi, il est tout à fait naturel de se re-questionner sur quel type de leadership nous voulons faire la promotion dans l'entreprise, pourquoi, comment, et ce qui, si vous voulez, me paraît très intéressant, c'est que si on devait faire une caricature presque sur un axe de 2 extrêmes, on pourrait presque avoir de façon très schématique des entreprises et des approches qu'on pourrait qualifier de humanocratie, et puis à l'autre extrême, celles qu'on pourrait qualifier qui développent de la bureaucratie. Et en fait, ce que je crois sincèrement, c'est qu'il y a un chemin possible entre les deux, et que c'est ce chemin qui est très intéressant de redécouvrir, et c'est la raison pour laquelle je pense essentiel de relancer la réflexion sur le leadership. Et je vous donne juste un tout petit exemple. Nous avons besoin dans les entreprises à la fois de process, de reporting, de procédures, mais nous avons aussi besoin de compter sur la confiance et l'initiative que nous allons laisser prendre à nos salariés. Et sur le thème de la sécurité au travail, chez Sodexo, en 6 ans, on a fait des progrès très importants. On est passé d'un taux de LTIR qui mesure le taux d'accident tous les ans de 10
à 3,50, tout simplement en suivant bien entendu des procédures, des process et des instructions, mais surtout, c'est ça qui nous a fait le plus progresser, eh bien, une approche managériale où les managers étaient sur les sites, accompagnaient les équipes, leur faisaient se poser des questions sur leur pratique professionnelle. Et c'est la combinaison de ces deux choses qui, pour moi, ne sont pas antinomiques, qu'il faut re-questionner, et c'est ça qui a donné naissance à notre réflexion. D'accord, alors vous nous donniez des exemples à l'instant et j'ai envie de savoir comment est-ce que vous avez opéré justement pour redonner du leadership. Alors, la première chose que nous avons fait, c'est de construire un programme. Et on l'a fait en associant les managers eux-mêmes. Et c'est un programme de développement sur le thème du leadership empathique et collaboratif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Le leadership empathique. L'empathie, c'est une disposition du cerveau des hommes très élaborée qui permet de comprendre et de situer les situations dans lesquelles on se trouve et les personnes avec lesquelles on est en échange, de comprendre les motivations, de comprendre également les émotions, les siennes et puis celles de ses interlocuteurs, de prendre du recul et d'élaborer des interactions positives et collaboratives. Donc voilà ce que c'est que l'empathie. Donc on a commencé par bâtir ce programme et c'est un programme qui commence par une opération de formation et chaque personne arrive dans ce programme de développement en ayant travaillé déjà sur lui-même et en sachant quel type de compétences il voulait travailler. Et donc c'est un programme qui va permettre aux managers, par exemple, de savoir donner du feedback et d'en recevoir, donc de pratiquer l'empathie et qui va l'amener également vraiment à s'exercer pour favoriser chaque fois que c'est possible la collaboration des équipes. Et donc ce programme se termine d'ailleurs sur une séance où les équipes élaborent un projet qui a une orientation business et qu'ils ont envie de déployer dans l'entreprise. Et en fait, juste un petit mot pour terminer sur ce programme. Si vous faites une opération juste de formation, ça ne suffit pas. Il faut une cohérence managériale. Il faut aller plus loin. Hein, il faut vraiment que ça s'insère dans toute la politique RH de l'entreprise. Voilà ce qu'on a initié. Et nous allons former 5000 personnes. Très bien, merci pour ces précisions, Anna. Anne, je me tourne vers vous. Je le disais à l'instant, vous êtes directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Ma première question, c'est qu'est-ce que le leadership à mission ? Alors, avant de répondre directement à votre question, je voudrais vous lire justement la définition de ce qu'est l'entreprise par Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, donc dans le livre Refonder l'entreprise, qui date de 2013, et qui posait les bases de ce qu'allait devenir la société à mission. Donc là, on parle de l'entreprise en tant que telle qui fut inventée au XIXe siècle. Alors pour eux, l'entreprise n'est pas un groupe d'intérêts, mais un projet de création collective. L'entreprise est une communauté d'investissement des énergies et des rêves dont on attend en retour un statut social et des promesses d'avenir. Donc on est bien en lien avec notre sujet et quelque part la société à mission, c'est renouer avec ce projet de création collective et d'innovation qu'est l'entreprise. Et donc globalement, pour un dirigeant qui se lance dans une mission, dans une démarche de mission, fait preuve d'un leadership très fort. Puisqu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire inscrire dans les statuts de son entreprise une raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux dont l'entreprise se dote, qu'elle choisit, et qui vont lui servir de boussole dans ses choix stratégiques dans les années à venir, et qui vont l'engager. Voilà. Donc en fait, en soi, c'est un acte de leadership qui doit embarquer l'ensemble de l'entreprise. Essentiellement, c'est porté, on va dire que c'est impulsé par le dirigeant d'entreprise et porté par l'ensemble des collaborateurs. D'accord. Et alors concrètement, comment ça se passe finalement pour les entreprises ? Comment est-ce que ça se matérialise ? Alors, une mission, comme toute entreprise, est un projet singulier. Et donc, on est vraiment dans ce projet d'entreprise qui doit on va dire,
embarquer. Il y a des étapes clés, mais il n'y a pas une façon de faire. Voilà. Et globalement, ce qu'on peut retrouver parmi les entreprises qui se sont déjà lancées, donc aujourd'hui on est à peu près à 250 sociétés à mission en France, c'est que, en effet, plus on engage à la fois sa direction, donc la direction générale, les managers, qui sont les éléments clés de ce dispositif, ainsi que les collaborateurs et les actionnaires, tout cela dans un projet collectif d'entreprise, on arrive à des résultats extrêmement positifs, notamment en termes d'engagement des collaborateurs et de marque employeur. Et ça, ce sont les premiers retours d'expérience qu'on peut avoir à partir du moment où on embarque tout le monde. Et aussi, c'est un projet, outre à réaligner, vous parliez de la cohérence d'ensemble entre ces différentes composantes de l'entreprise, c'est aussi réaligner à la fois les racines de l'entreprise et la vision qu'on peut en avoir pour le futur, et aussi trouver ce lien entre les parties prenantes internes et les parties prenantes externes de l'entreprise. Parce que quand vous me posez la question comment on s'y prend, ce qui est extrêmement riche aussi, c'est ce travail justement d'itération, à la fois de réflexion, de maturation et d'itération avec ses collaborateurs, et aussi avec les parties prenantes clés de l'entreprise, que peuvent être les clients, les fournisseurs, les experts, les chercheurs, qui viennent porter leur regard sur le cœur de l'entreprise. Très bien, mais merci beaucoup Anne. On comprend bien les bases qu'il faut mettre en place pour avancer sur ce sujet. Je me tourne à présent vers Laurent. Laurent, donc vous êtes le président fondateur de LDLC, groupe de commerce en ligne qui a été fondé en 1986. J'ai presque envie de dire qu'on ne vous présente plus. Laurent, qu'est-ce que ça vous inspire, ce leadership à impact ? Est-ce que pour vous c'est une mutation, une révolution ? Alors, est-ce que c'est une mutation, une révolution ? En tout cas, c'est une demande. C'est une vraie demande des jeunes, des gens qui se font embaucher, d'être plus impliqués dans l'entreprise, de travailler pour une mission, comme on disait. Oui. Avec cet équilibre, comme disait Madame Notariani, entre l'humanisme et la bureaucratie, avec de plus en plus d'humanisme et beaucoup moins de bureaucratie. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont très bureaucratiques et ils demandent de l'autre côté des gens qui demandent l'humanisme, et il faut trouver le juste équilibre entre tout ça. Et c'est ce qu'on essaye de notre côté de mettre en place. Est-ce que c'est naturel ? Ça vient en tout cas, je dirais, des équipes. Donc oui, c'est en train de s'installer. Maintenant, il y a des changements à avoir du côté direction dans les entreprises. Alors Laurent, justement, j'aimerais en savoir plus, car depuis quelques années, même plusieurs années, vous militez pour le bien-être en entreprise, un management que je qualifierais de plus libéré, et même pour le plaisir au travail. Comment est-ce que cette philosophie vous est-elle venue ? Alors, je dirais que c'est quelque chose qui faisait partie de moi. Quand j'ai créé la boîte en mode start-up, on était dans cette philosophie il y a 20 ans, 25 ans. Et puis on a eu quelques soucis et on s'est dit qu'on était fou de travailler ainsi, et on a rendu ça beaucoup plus contrôlant, beaucoup plus strict. Et il y a 3 ans, j'ai lu un livre, le livre d'Alexandre Gérard, Le patron qui ne peut plus être chef, et ça m'a rebasculé dans le passé. Et je me suis dit, mais je ne gère pas l'entreprise que j'aimerais gérer. Je gère une entreprise qui est devenue hyper contrôlante, alors que personnellement, je fais confiance aux équipes. J'ai l'habitude de dire à un équipier qui vient travailler pour moi, je te laisse les clés du camion, tu diriges ta partie, et le jour où il y a un problème, tu viens voir, n'hésite pas, par contre, dans cette notion de confiance presque à l'extrême. D'accord. Et du coup, j'avais besoin de retrouver ça. Et on a travaillé depuis 3 ans sur remettre la confiance au centre, multiplier les responsabilités et l'autonomie des équipes. D'accord. On aura l'occasion de revenir un peu sur les résultats que vous avez observés. Merci Laurent. Je me retourne à nouveau vers Anne, puisque Laurent parlait à l'instant de gouvernance. On voit qu'il y a un nouveau mode de gouvernance qui va au-delà de l'interne, et que finalement le comité de direction va challenger. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, dans le cadre de la loi Pacte est prévu un double contrôle de la mission.
pour crédibiliser cette démarche et pour éviter le social washing, le greenwashing, le mission washing. Oui. Ce double contrôle se fait par un comité de mission d'un côté et de l'autre côté par un audit par un organisme tiers indépendant. Et si on revient sur le comité de mission, c'est un nouvel organe de gouvernance au sein des entreprises qui est mis en place pour suivre la mission, donc challenger la mission telle qu'elle est définie par l'entreprise et voire par ses parties prenantes. Et quand on parle de mission, on parle bien des objectifs à la fois statutaires et c'est leur déclinaison opérationnelle et indicateurs de suivi. On est vraiment dans la réalité de l'entreprise et le suivi de cette mission par l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble de ce qui constitue l'entreprise. Et ce comité de mission est, selon la loi, composé à minima d'un collaborateur et de parties prenantes. Et ce qu'on voit, c'est que plus de 80% des entreprises font le choix d'intégrer des parties prenantes externes dans leur comité de mission, ce qui est extrêmement fort, parce qu'en fait, ce comité de mission qui vient dialoguer avec le conseil d'administration et dialoguer notamment avec le CSE, devient un nouvel organe de gouvernance qui intègre des parties prenantes externes et qui vient challenger, on va dire, la stratégie de l'entreprise et le cœur du réacteur de l'entreprise. Et ça, c'est une nouvelle forme de gouvernance très ouverte, tout à fait, celui qui reste aux manettes, c'est quand même le conseil d'administration, mais quoi qu'il en soit, ça permet de rééquilibrer et d'éviter toute dérive en fait, au sein de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Et petite précision, la loi impose cette nouvelle gouvernance de mission, donc via le comité de mission, pour les entreprises de plus de 50 salariés. D'accord. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, elle permet justement d'avoir seulement, entre guillemets, un référent de mission. Pour autant, ce qu'on peut voir, c'est que 17% des entreprises de moins de 50 salariés font le choix d'un comité de mission. Donc ça prouve bien que c'est un nouvel organe de gouvernance qui est plébiscité par l'ensemble des entreprises, qu'elles y soient contraintes ou pas. Donc une véritable mutation qui s'opère. Complètement. D'accord. Je me retourne à nouveau vers Laurent puisque je le disais à l'instant, vous illustrez quelque part ce management libéré. Je vous vois sourire, mais c'est vraiment intéressant d'avoir votre témoignage puisque les salariés de votre société sont passés aux 32 heures, aux 4 jours travaillés. Et alors Laurent, comment est-ce que ça se passe ? Alors les 4 jours, plus que les 32 heures, parce que les 32 heures c'est plus une conséquence, mais pour moi, ce qui était important, c'était cette notion de 4 jours et de libérer un jour dans la semaine des équipes pour qu'ils puissent vraiment avoir un jour pour souffler. Parce qu'aujourd'hui, quand on commence une journée le matin, quand on se lève, on a fini à 20 heures. Et même s'il y a eu que 7 ou 8 heures de travail entre les deux, on n'a pas soufflé entre les deux et la journée paraît beaucoup plus longue. Donc en ouvrant un jour dans la semaine, le but était de vraiment donner du souffle dans la semaine aux gens et aux équipes, pour pouvoir être reposé et sur les 4 jours qui restent, être à fond dans la société. Alors, on l'a mis en place il y a 6 mois. On s'attendait à faire un point de retour au bout de 3 mois en se disant on va voir ce qui marche pas. Oui. Et on n'a pas eu besoin. Ça a marché du jour au lendemain. Alors, c'était une surprise. Il a fallu s'habituer juste à une chose, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit encore régulièrement des mails qui annoncent je suis off tel jour, donc on pourra pas se voir comme tu as prévu. Mais au-delà de ça, le travail réalisé est toujours le même. Les équipes se sentent super bien. Et pourtant, si on prend le problème à l'envers, on pourrait dire elles bossent plus en moins de temps, puisqu'effectivement, elles ne bossent plus de 32 heures. Mais c'est pas qu'elles bossent plus en moins de temps, c'est qu'en fait, elles sont plus reposées, elles ont eu le temps de faire des choses, elles vont moins surfer sur Internet. Et même en logistique, où je m'attendais à devoir embaucher pour compenser les heures qui manquaient, le fait que les gens n'iraient pas forcément plus vite. En fait, le fait qu'ils soient plus reposés, la productivité a augmenté parce qu'il n'y a pas de baisse de productivité dans la journée ou dans la semaine. Donc, on a une vraie efficacité qui s'est retrouvée derrière avec des équipes et si on parle d'implication des équipes et d'implication dans l'entreprise et de bien-être dans l'entreprise, on est, je dirais presque au zénith, puisque j'ai fait un sondage il y a 3 semaines sur le sujet pour savoir où on en était. Et 97% des équipes me disent c'est bien et on revient pas en arrière. Il y a 1% qui disent qu'ils reviennent en arrière. Et 2% qui disent je ne trouve pas le rythme. Enfin, c'est 3 personnes au total, je ne sais pas lesquelles, mais d'accord, donc c'est super. Laurent, comment est-ce que ça s'est passé là, vous m'avez parlé des réactions, mais j'avais envie d'en savoir plus sur la façon dont vous vous êtes fait accompagner justement pour mettre en place ce nouveau management.
Alors, sur le management des 4 jours 32 heures, il ne s'est rien passé, ça a été fait en interne, c'est les équipes qui ont mis en place les règles. Il fallait que l'entreprise fonctionne et donc dans chaque équipe, il y a des jours qui vont être attribués à un salarié, enfin, des jours qui sont fixes à l'année et les salariés se sont répartis les jours entre eux pour pouvoir arriver à faire fonctionner l'équipe. Sur le management plus global, on s'était fait accompagner à l'époque par Alexandre Gérard sur une partie pour former les managers à ce nouveau mode de direction qui est plus effectivement, comme on disait, empathique, accompagnant et beaucoup moins contrôlant, voire plus du tout contrôlant dans l'entreprise. D'accord, merci Laurent. Alors Anna, n'hésitez pas à rebondir si vous le souhaitez, mais j'avais envie de vous poser la question, est-ce qu'il est impératif d'avoir finalement des initiatives clés dans son plan d'action de leadership à impact et pourquoi? Puisque vous avez mis en place, vous avez 2 clés, il me semble-t-il, quand on en a parlé, dans votre plan. Alors, tout à l'heure, en écoutant Anne, je souriais parce que en fait, ça m'a fait penser à Pierre Bellon qui a créé Sodexo, le groupe Sodexo, il y a plus de 56 ans. Et la première chose qu'il a faite, c'est doter l'entreprise d'une mission et de 3 valeurs. Elles n'ont pas changé depuis. Et en fait, il dit toujours, d'ailleurs, c'est l'entreprise, c'est une communauté qui est composée de toutes ses parties prenantes, les salariés, ses actionnaires, les clients et les fournisseurs. Et pour répondre à votre question, il faut absolument, pour que ça devienne une réalité et surtout que ce soit pérenne dans le temps, puisque l'entreprise, elle doit se projeter dans un long terme. Et donc, pour que ça devienne une réalité, il faut des fondamentaux. Il faut vraiment des principes fondamentaux, des piliers qui vont vraiment créer la culture de l'entreprise. C'est-à-dire, donc, la culture, c'est l'adhésion. C'est vraiment comment l'ensemble se projette. Et donc, chez Sodexo, je dirais, on a finalement 3 piliers vraiment majeurs. Je vais aller vite. Le premier, c'est la diversité des équipes. Pour moi, il n'y a pas de RSE sans mixité des équipes. Et il faut apprendre aux équipes à manager la diversité parce que ça ne s'apprend pas dans les écoles de commerce, ça s'apprend sur le terrain et c'est forcément ce qui est le plus impliquant. Nous, on a commencé il y a plus de 15 ans maintenant. On a commencé à faire plus de place aux femmes dans les instances dirigeantes. Et 15 ans après, on est très fiers des résultats, même si on peut toujours faire mieux, mais on est quand même très fiers des résultats puisqu'on a doublé le nombre de femmes dirigeantes ou managers à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est ça qui est important. Et donc aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple en France, le comité de direction de la France, c'est 50% de femmes et d'hommes, bien sûr. Et le nombre de femmes dans les cadres dirigeants, c'est 36%. Et donc, ça, c'est un premier levier et il est très important puisqu'il faut élargir la notion de la mixité à d'autres éléments. Mais il faut déjà avoir fait ce premier chemin. Le deuxième pilier, il concerne notre métier. Notre métier historique, c'est la restauration. Et donc, aujourd'hui, on a l'ambition de réduire de 50% tous les gaspillages alimentaires d'ici 2025. Et donc, c'est très ambitieux parce que il faut déployer ces initiatives partout sur les sites. Et donc en France, nous, on a 7000 sites. Donc vous voyez, c'est quand même ambitieux. Et on procède très concrètement. Par exemple, on va peser tous les déchets, on communique, on cherche des idées pour réduire les mauvais gaspillages. On va travailler pour les enfants à attirer l'attention des enfants sur ne pas gaspiller le pain. Et donc on a eu des résultats très positifs. Et on va faire du tri sélectif, etc. Vous voyez, c'est des choses très très concrètes dans la vie de tous les jours. Et le troisième pilier, eh bien c'est évidemment c'est le poids du local. C'est les fournisseurs locaux. Comment on accompagne les fournisseurs locaux. Nous, on fait des achats essentiellement directs, en direct. Nos acheteurs font des achats en direct. Donc ils connaissent nos fournisseurs, ils les accompagnent. La durée moyenne d'un contrat avec les fournisseurs, c'est
plus de 12 ans. Et donc, c'est dans la durée, encore une fois, qu'on peut accompagner les fournisseurs dans l'évolution de leurs pratiques et aller vers la transition alimentaire, se transformer en production bio lorsque c'est leur projet, etc. Et donc, sur ce dernier pilier qui est le plus nouveau, je dirais, puisqu'il correspond vraiment à des aspirations très puissantes qui ont été renforcées par la crise du Covid, eh bien, on a lancé cette année, on travaille depuis des années sur les achats locaux, mais on a lancé cette année un projet qu'on a appelé Impact Plus, qui réunit à la fois les fournisseurs qui sont entrés en démarche de développement durable, mais aussi d'inclusion. Et donc on travaille depuis 17 ans avec Pain et Partage, par exemple, qui est un réseau de boulangeries bio locales à Marseille, mais on travaille aussi avec les Jardins de Solène qui nous proposent des fruits et légumes moches que on peut utiliser, vous voyez, et qui travaillent avec un ESAT. Voilà. Donc on a vraiment cette volonté, si vous voulez, d'aller encore plus loin dans tous ces sujets, parce qu'en fait, quand vous regardez bien tous ces sujets, ils se croisent. Il y a un écosystème finalement. C'est un écosystème. Et en fait, quand on est lancé dans ce mode de management, eh bien, forcément, c'est un cercle vertueux, puisque au final, quand on prend le principe du management empathique, c'est-à-dire d'en assurer la promotion, eh bien, en fait, on a des impacts en interne, mais très vite, on a des impacts en externe de l'entreprise. Et donc, l'empathie, en fait, c'est une disposition que les neurosciences ont démontrée du cerveau social, de l'intelligence des hommes et des femmes, vraiment à développer des synergies très intéressantes, très élaborées avec les autres. Et donc, l'empathie, c'est vraiment, pour moi, une pratique moderne, c'est une pratique vertueuse qui cherche à aider les autres aussi à exploiter leur plein potentiel. Donc c'est valable avec les fournisseurs et c'est valable avec les clients, c'est valable aussi avec les salariés. Voilà, c'est vraiment pour moi, je pense que si je devais vraiment le résumer, c'est ça, c'est exploiter, comment favoriser, exploiter le plein potentiel. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander justement, parce qu'on va bientôt conclure, mais ce petit message, ce petit tips que vous auriez à donner, j'ai noté la notion de confiance que vous avez citée tout à l'heure, et cette notion d'empathie est aussi très importante. Et si vous me permettez juste un dernier mot, je pense qu'aujourd'hui, pour faire écho à ce que vous disiez, Laurent, je pense qu'il faut réconcilier. Enfin, il faut vraiment s'engager sur le chemin de la qualité du travail. Parce que c'est vraiment une aspiration et c'est une logique managériale et c'est une logique vraiment de business. Quand on mesure ces pratiques, on se rend compte qu'on a de meilleurs résultats en performance de business. Et donc, en fait, ce n'est pas qu'une vision ou une politique, c'est aussi une façon d'avoir des résultats et de la performance économique dans une entreprise, de notoriété. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très complet. Et on ne peut pas s'occuper aujourd'hui des autres si déjà on ne commence pas aussi par s'occuper de soi. On ne peut pas faire du bien aux autres si on ne se fait pas du bien à soi. Et ça, ce n'est pas naturel. Donc, il faut aussi apprendre aux managers à le faire. Laurent, un petit mot pour conclure, rebondir sur ce que vient de dire Anna ou des conseils à livrer à ceux qui nous écoutent. Alors, rebondir, je vais vous donner un chiffre. Il y a un an, on faisait 500 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait 724. Il y a un an, on était à peu près 1000 salariés. Aujourd'hui, on est à peu près 1000 salariés. Et on a fait 47% de croissance. D'accord. Et les équipes qui font le même chiffre ne sont pas plus fatiguées, elles sont plus heureuses qu'il y a un an parce qu'avec tout ce qu'on a mis en place, elles se sentent encore mieux. Je ne sais pas si on peut tout attribuer à tout ce qu'on a mis en place, mais en tout cas, il y a des vrais résultats derrière. Aujourd'hui, j'ai des équipes, j'ai reçu il n'y a pas longtemps des entrepôts un grand tableau où ils m'ont tous fait un grand merci patron en disant merci pour tout ce que vous mettez en place. Je pensais même pas un jour pouvoir avoir ça.
Donc, si j'avais un À titre conseil à personnel, donner, vous c'est êtes très touché aussi, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que... le reste, si j'avais un conseil à donner, c'est faites confiance à vos équipes, croyez en leur capacité, parce que j'ai eu ce genre de débat quand j'ai mis tout ça en place, et même parfois des syndicats qui disaient Laurent, vous vous rendez pas compte, les gens viennent pas travailler pour vous, ils viennent travailler pour un salaire. Et plus on avance, plus on se rend compte que non, les gens, quand il y a du sens, quand on les écoute, quand on s'attache à eux et qu'on leur donne les possibilités d'interagir, c'est pas pour un salaire qu'ils viennent, c'est vraiment pour l'entreprise. Et quand on a ça, les résultats sont énormes. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, croyez en vos équipes, donnez-leur les moyens de réussir et vous verrez que ça marche tout seul. Très bien, très inspirant, Laurent. Merci. Et Anne, un mot pour conclure. Après ce qui a été dit, beaucoup de choses ont été dites déjà, mais effectivement, prendre le temps de réinterroger la finalité de son entreprise, l'inscrire dans le temps long, et le leadership, ça se fait vis-à-vis à la fois de ses managers, enfin, de ses collaborateurs, de ses parties prenantes, enfin, de ses fournisseurs, clients, ce que vous expliquiez tout à l'heure, et ça crée un écosystème vertueux. Et trop souvent encore, même si on sait que ce n'est pas l'avenir, on a tendance à opposer performance économique et engagement social et environnemental. L'engagement social et environnemental, et donc dans l'engagement social, c'est vis-à-vis notamment de ses collaborateurs, c'est un levier de performance. Et ça, les entreprises qui l'ont compris sont des entreprises qui sont plus pérennes et qui seront plus performantes sur le moyen et long terme. Et compte tenu des grands enjeux sociétaux qui sont à l'œuvre aujourd'hui, ne pas s'inscrire au sein de cette, ne pas inscrire l'entreprise comme étant le cœur participant à la solution, c'est passer à côté de quelque chose. Et globalement, je pense qu'il y a une nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir. Enfin, j'y crois, en tout cas. Peut-être que je suis trop optimiste. Mais aujourd'hui, tous les trois, on a à peu près des visions assez convergentes, cohérentes et alignées sur ces sujets-là. Très bien, mais merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour ces témoignages très précieux, cette vision que vous nous avez apportée et aussi ces témoignages très concrets. Merci à tous et merci aux équipes du Club by Mixité Inside Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles de vous avoir donné la parole et d'échanger sur ce thème. À très vite.